La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le PND sous les feux des projecteurs à la primature ce mercredi. Le chef du gouvernement, comme Selom Classou, a détaillé le plan quinquennal au personnel de la primature qui sera le porte-parole auprès des populations, à découvrir dans ce journal. Et puis le gouvernement mise sur la cohabitation entre corps habillés et civils pour plus de sécurité et surtout pour la prévention et la résolution de conflits dans le pays. Les détails dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Sachez que le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe est arrivé à Sochi en Russie où il prendra part au premier sommet Russie-Afrique. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport de Sochi par des officiels russes et ce sommet Russie-Afrique est couplé d'un forum économique co-présidé par les présidents russes Vladimir Poutine et égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ces rencontres inédites aborderont un large éventail de questions présentant un intérêt mutuel pour la Russie et les pays de l'Union africaine. Et le président de la République Faure Sozimna Gnazingbe et ses pairs évoqueront notamment le développement sous l'angle du maintien de la paix et de la sécurité. Le forum économique permettra à la délégation togolaise d'exposer les potentialités et les atouts du pays et de nouer des partenariats avec le secteur privé russe. Et ce premier déplacement du chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe sera l'occasion de redynamiser la coopération entre le Togo et la Russie, en particulier dans les secteurs porteurs du PND, notamment l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la formation, le commerce. Et parlons justement du PND, le plan national de développement. Il a fait l'objet d'un exercice pédagogique ce mercredi du côté de la primature. Une initiative du chef du gouvernement, comme Selom Classou, qui veut ainsi outiller les cadres de la primature sur cet outil de développement afin qu'ils s'en approprient et en fassent une large diffusion à la base. Nous écoutons le chef du gouvernement, c'était ce matin. C'est un personnel tout cuit qui attend son patron ce matin dans la grande salle de la primature. Et c'est dans ses qualités de bon pédagogue que le Premier ministre, comme Selom Classou, fait son apparition. Le PND 2018-2022 est pleinement dans sa phase de mise en œuvre. Ce précieux outil de développement que tout Togolais doit s'approprier. Aujourd'hui, le Premier ministre a choisi de former le personnel de son cabinet et de celui du secrétariat général du gouvernement. Il ne serait pas bien que vous ne maîtrisiez pas le plan national de développement, tous ses contours et ce qu'on attend de vous dans sa mise en œuvre. La volonté du président de la République est que nous puissions créer les conditions qui favorisent l'émergence d'une société viable et résiliente, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. L'exercice de la journée démarre par l'explication des différents axes stratégiques, à commencer naturellement par le premier. Le premier axe, c'est de faire de notre pays un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Nous avons pris soin de voir quels sont les atouts du Togo, quelles sont les opportunités, mais aussi les défis. Regardez notre port, le port autonome de Lomé. Naturellement, c'est le seul port en eau profonde
dans la sous-région. Mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est un port qui a bénéficié suffisamment de modernisation au point que dans la sous-région, c'est le seul port capable d'accueillir des navires de dernière génération. Notre port est, à partir de ce moment, devenu un port de transbordement. Avec la sécurité qui règne dans notre pays, puisque rien ne peut se faire aussi sans la sécurité, sans la paix. Vous verrez que le port autonome de Lomé est devenu aussi un port de refuge pour plusieurs bateaux qui ne sont pas destinés à accoster au port autonome de Lomé, mais en attendant leur tour dans le port d'attachement, ils préfèrent être sécurisés dans les eaux togolaises, ici. Quand vous prenez aussi l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, le nombre de touristes, le nombre de passagers en général a presque triplé. C'est une manière de créer aussi de la richesse. Avec le port, les routes qui ont été réhabilitées, il est plus facile aux pays de l'Interland du continent de bénéficier des services du port autonome de Lomé. Donc, quand vous mettez les infrastructures portuaires, aéroportuaires et terrestres, ce sont des atouts qui font du Togo une plateforme. Il y a un autre bout de phrase du premier axe qui dit créer un centre d'affaires. Si vous prenez notre pays, le nombre de banques et d'établissements financiers, lorsque vous comparez à d'autres pays de la sous-région, lorsqu'on calcule le ratio, on comprend que le Togo a des atouts pour développer dans ce secteur et autour de ce secteur d'autres services qui vont être source de création d'emplois. Le Togo est la porte d'entrée naturelle dans le marché de la sous-région. Et dans les moindres détails, le Premier ministre n'a pas fait économie de son temps. Il a tenu à faire une présentation claire de tous ses atouts à son auditoire. Il entame ensuite l'axe 2. Le deuxième axe du plan national de développement, il s'agit de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Un constat, c'est qu'aujourd'hui, notre agriculture ne bénéficie pas suffisamment de transformation des produits. S'il y a de la transformation dans les régions, vous voyez, il y aura une valeur ajoutée aux produits. Et c'est de la richesse qui va être créée. Donc, l'axe 2 du plan national de développement, c'est d'aller vers la transformation des produits. Alors, ce sera une chaîne de valeur. Meilleure production, donc rendement élevé. Il faut la conservation, donc des gens qui doivent se spécialiser dans la conservation de nos produits. De la conservation, on va vers la transformation. Donc, il faut implémenter des usines. Donc, nous allons vers l'agro-industrie. Ce que vous devez retenir pour les deux premiers axes, ce sont des axes productifs, des axes qui doivent créer de la richesse. Dans la vision du chef de l'État, les richesses créées par les axes 1 et 2 doivent être redistribuées, d'où l'essence même du troisième axe. La richesse créée au niveau de l'axe 1, de l'axe 2, cette richesse doit être redistribuée.
mieux équiper, par exemple, les centres de santé. Recruter davantage de Togolaises et Togolais, les former et les mettre à la disposition pour rapprocher. Mais pour qu'on forme les gens là, il faut un préalable. Ils doivent avoir été à l'école. Donc, une autre forme de redistribution de la richesse, c'est aussi rapprocher davantage l'école auprès des apprenants. Recruter, former les enseignants. Améliorer les conditions de travail aussi bien des élèves et des enseignants. Par la mise en place des infrastructures d'accueil, les outils pédagogiques, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'économie si au préalable, il n'y a pas un accès à l'énergie et à l'énergie propre. À partir de janvier de l'année prochaine, on va revoir la valeur indiciaire. La valeur indiciaire de tous les fonctionnaires. C'est une forme de redistribution de la richesse créée. On va construire des maisons pour les retraités, ceux qui ont déjà travaillé. C'est une forme aussi de s'occuper de ces hommes et femmes qui ont travaillé pour le pays et qui aujourd'hui sont à la retraite et qui ont encore à donner. Nous avons un plan d'électrification qui contient 3 étapes. Aujourd'hui, le taux d'accès est d'environ 40-45% en moyenne. Le président souhaitait que d'ici 2020, qu'on porte ce taux à 50%. Alors, pour y arriver, le Togo veut miser aussi sur des énergies propres. Depuis 2017, le président a initié un projet qu'on appelle CISO. CISO, hein, allumé quoi, CISO. Aujourd'hui, pratiquement près de 35 000 ménages ont déjà eu accès à l'électrification. Donc, c'est la synergie ou la combinaison aussi bien des réseaux classiques existants, du développement des mini-grids et du développement des kits individuels. Ce sont les 3 sources-là qui vont nous permettre d'aller vers les résultats qui ont été déclinés tout à l'heure, à savoir d'ici 2020, un taux d'accès de 50%. 2025, 75% et 2030, 100%. Vous voyez, c'est pragmatique. Alors, il est temps que nous puissions comprendre que sous le leadership du président de la République, le Togo avance et est sur la bonne trajectoire pour son émergence. Maintenant, il faut l'engagement de tous et de toutes. L'initiative porte déjà les marques de sa réussite, car ayant permis à chacun de s'approprier cette vision du développement, le personnel de la primature peut désormais apporter sa partition à l'émergence de ce pays. Alors, pour mettre en œuvre ce plan national de développement et être tous bénéficiaires, vous comprenez que le PND ne concerne pas que le chef de l'État, le chef du gouvernement, les ministres et que sais-je encore. C'est un plan qui interpelle tous les Togolais et toutes les Togolaises. Hein? Quand le pays est stable, le pays est un pays de sécurité et de paix, le pays
est un pays attractif au niveau du climat des affaires. Chers collaborateurs, rien ne peut nous arrêter dans cette dynamique d'aller à l'échéance 2022 d'atteindre un taux de croissance de 7,6% et de pouvoir créer aussi 500 000 emplois pour les jeunes de notre pays. Le PND est le réceptacle de toutes les politiques sectorielles de notre pays. Pour la période 2018-2022, toutes les politiques sectorielles, quand je dis sectorielles, vous prenez le secteur de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'agriculture, etc. Toutes ces politiques sectorielles trouvent leur fondement dans le PND. Alors, soyons tous acteurs et bénéficiaires de ce plan national de développement qui doit coûter 4 622 milliards de francs. Il s'agit surtout de voir l'impact au niveau de la population. Un des impacts, c'est de pouvoir créer des emplois massifs, emplois décents pour la jeunesse. On veut créer 500 000 emplois d'ici 2022. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que vous puissiez être imprégnés, pour que vous puissiez vous approprier et que vous démultipliez ce que vous auriez véritablement appris. L'axe 3, c'est le visage humain du PND. Et la pédagogie du Premier ministre à ce point est de multiplier des exemples des différentes réalisations du gouvernement, des réalisations à travers le mandat social du chef de l'État. C'est tout un chapelet de projets et programmes au service des communautés à la base. L'ambition est noble et au chef du gouvernement d'insister sur son caractère inclusif en amont comme en aval. Le port autonome de Lomé. Naturellement, c'est Et on reviendra sur le résumé des travaux de cette séance de formation sur le PND du côté de la primature dans nos prochaines éditions. Eh bien, le Togo se dote d'un cadre juridique et institutionnel adéquat pour la protection des libertés et droits fondamentaux. C'est la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Le texte a été voté ce mercredi à l'Assemblée nationale lors de la 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de cette année. Le compte rendu avec Isaka Aruna et Augustin Kossi. Une meilleure protection des données à caractère personnel au Togo. Le sujet fait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Après l'étude de ce projet de loi relatif à la protection des libertés et droits fondamentaux, les groupes parlementaires donnent un avis favorable à son adoption. Pour protéger les données, il faut se donner les moyens de les enregistrer. D'où la nécessité de mettre en place un cadre normatif et institutionnel capable d'identifier de façon exhaustive, au besoin par la biométrie, les citoyens de notre pays. Le groupe parlementaire NET-PDP félicite le gouvernement pour la prise de cette initiative qui était sans aucun doute importante pour l'évolution de notre pays. Dans un monde où se développe la cybercriminalité, l'identité numérique de chaque citoyen devient un enjeu et elle doit être protégée autant que l'identité physique. Et nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans ce sens et à notamment envisager, dans le cadre d'un processus national d'identification des populations, l'implémentation d'une carte d'identité biométrique pour les citoyens. Le groupe parlementaire du Grand Parti UNIR considère pour sa part que la présente loi garantit à suffisance la transparence en imposant des obligations liées aux formalités de traitement des données. Sur tous les points du projet, le Grand Parti UNIR fait observer qu'il ne peut y avoir meilleure garantie de régulation permettant de ne pas entraver ni l'innovation dans les secteurs publics, ni la simplification administrative. Mes collègues députés de la majorité présidentielle apporteront leur suffrage positif
à l'adoption du présent projet de loi relative à la protection des données à caractère personnel. Puis, les députés passent au vote et la loi est votée. Le texte soulève des questions juridiques et institutionnelles et présente de multiples avantages. La promotion de la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la sécurisation des transactions électroniques. Pour le commissaire du gouvernement, c'est une réponse adaptée à l'évolution technologique et à l'essor du numérique. Cette problématique qui s'inscrit au cœur de la transformation digitale est indissociable de l'édification d'une société de l'information sécurisée et inclusive et partant de l'essor du numérique. Au-delà, en vue de faire face aux enjeux et défis sécuritaires inhérents à l'expansion de la civilisation numérique, il nous faut adapter et anticiper des mécanismes appropriés susceptibles de sécuriser notre environnement cybernétique tout en garantissant la protection des données des organisations, des institutions, des entreprises, aussi bien que celles de nos concitoyens. Ce processus doit nous permettre de doter notre pays de façon progressive et cohérente d'un arsenal juridique et institutionnel qui serait le reflet d'un écosystème conforme à la vision du chef de l'État dont l'ambition est de faire du numérique un véritable levier de croissance, de modernisation de l'économie et du développement de la société. Le vote de cette loi ouvre donc la voie à un espace numérique sécurisé, un environnement d'affaires à la hauteur des ambitions et défis du PND, Plan national de développement 2018-2022. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, c'est plus qu'une nécessité. Il est avéré que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont de nos jours une nécessité absolue. Elles nous facilitent la vie et nous apportent un appui non négligeable dans la mise en œuvre de nos obligations professionnelles et personnelles. Toutefois, leur utilisation accrue pourrait comporter des risques nous exposant à une certaine vulnérabilité. Nos données sont constamment exposées avec leur lot de conséquences plus ou moins négatives. Je considère donc que cette loi permet de contribuer à la préservation de nos données personnelles contre de mauvais traitements et conservation. Par ailleurs, elle met en garde contre les frauduleuses manipulations en accordant aux victimes la possibilité d'un recours. Je salue une fois encore l'engagement du gouvernement sous la haute direction du chef de l'État qui apporte une réponse adaptée à travers le présent projet de loi. En effet, l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, de faire de notre pays un hub logistique en Afrique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région est à la mesure de son souci de garantir une tranquillité de vie privée à nous tous. Avec cet instrument, le Togo dispose désormais donc d'un cadre juridique et institutionnel qui offre une protection plus efficace de ses droits. De plus, cette loi offre un gage de confiance pour les investisseurs privés qui font de notre pays leur destination privilégiée ces dernières années. J'ose espérer que cet instrument juridique comblera les attentes de nos concitoyens et aidera notre cher pays, le Togo, dans sa marche vers un idéal de paix et de sécurité. Le Togo apporte également une preuve au renforcement des liens d'intégration communautaire, puisque cette loi participe au cadre d'harmonisation des règles liées aux données à caractère personnel au niveau de la CEDEAO et à la cybersécurité au plan africain.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était à Sokodé, où il a rencontré les populations et les forces de l'ordre de la région centrale, représentées par leurs premiers responsables. Il s'agissait d'une rencontre de dialogue civilo-militaire perçue comme un outil efficace de prévention et de résolution des conflits. Voyons cela avec Désiré Aloy. La peur, la méfiance envers les militaires et les forces de sécurité, un tort accentué d'une profonde méconnaissance des rôles et les responsabilités des corps en uniforme. Situation qui entrave l'établissement des bases d'une saine relation entre ceux-ci et les populations civiles. Les troubles graves à l'ordre public préjudiciables à la vie et à la sécurité des personnes ont dégradé encore la situation. Pour l'État, il faut recadrer les uns et les autres en créant un environnement permettant le dialogue entre forces de sécurité et les populations civiles. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damhan, face aux populations de la région centrale représentée. Un entretien avec elle pour en amont resserrer les liens et restaurer la coexistence sociale pour la paix durable. La rencontre, elle est salutaire. Nous-mêmes, avec cette rencontre, nous voyons en même temps un brassage, c'est-à-dire une cohésion sociale entre militaires et civils. Vraiment, nous allons faire la restitution. Au retour, nous allons faire la restitution de ce que nous avons entendu et appris dans cet atelier. Et je crois que nous devons avoir un comportement qui permette aux autres jeunes de savoir que vraiment les forces de défense et de sécurité et les civils en fait sont des amis, doivent collaborer et pouvoir vivre ensemble pour une vie harmonieuse de notre pays, le Togo. C'est un développement qui est garanti déjà et en tant que jeune, j'ai garanti la sensibilisation vers les médias, pourquoi pas dans les places publiques pour pouvoir faire de bouche à l'oreille cette sensibilisation. 2 jours d'échange avec le soutien du PNUD pour Ashkroun au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. La rencontre de Sokodé reste une option qui mérite d'être intensifiée au regard des conflits ouverts ou latents qui menacent la stabilité de notre sous-région. Le ministère de la Sécurité est en train de faire un travail qui est bien en rapport avec la mission confiée au Ashkroun. Et de ce point de vue, notre institution a une très bonne impression de cette initiative qui a été prise et que nous saluons. Nous souhaitons que, après Sokodé, le même exercice puisse avoir lieu dans les autres régions pour que le dialogue qui doit exister entre la population civile et les forces de défense et de sécurité, que ce dialogue soit fructueux afin que les solutions pour maintenir l'ordre, pour la protection des personnes et des biens, que cela se passe dans des conditions les plus idoines, dans les conditions les plus efficientes. Une dynamique de dialogue inclusif et participatif pour ensemble œuvrer à la consolidation de la paix face à l'extrémisme violent. Il est question donc de convenir d'une vision et les perspectives de renforcement de la cohésion sociale. Aujourd'hui, la rencontre à Sokodé, c'est essayer d'aplanir ce qui peut amener les forces de défense et de sécurité et la population civile à ne pas se comprendre, dans la mesure où nous avons le même objectif, c'est-à-dire l'apaisement dans notre pays, la paix dans notre pays. Donc l'étape de Sokodé n'est pas la première ni la dernière. Nous allons organiser ces activités dans plusieurs de nos préfectures. Vous savez, il n'y a pas trop longtemps aussi, le gouvernement, par décret, a créé le CIPLEV, c'est-à-dire le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Dans notre sous-région aujourd'hui, on ne fait pas une seconde sans parler de violence, sans parler de tuerie dans certains pays. Dieu merci, nous n'avons pas encore ce schéma dans notre pays et nous devons travailler pour préserver, nous devons travailler pour que ce schéma qui ne fait pas l'honneur de l'humain arrive dans notre pays. Voilà ce qui motive notre présence à Sokodé ce matin et j'espère les participants qui sont venus de plusieurs horizons, de plusieurs couches sociales, vont discuter à bâton rompu d'une façon franche, d'une façon sincère, ce qui amène l'un ou l'autre à ne pas se comprendre. Militaires, forces de sécurité et population civile doivent collaborer et dialoguer. Un bon départ pour impulser des actions solides de culture et de maintien de la paix.
Une cohabitation pour éviter donc des conflits qui créent d'énormes dégâts matériels, dont la destruction des biens culturels, véritable patrimoine. Eh bien, les forces de l'ordre et de sécurité, justement, sont mises à contribution pour protéger ces biens en période de conflit. Mais comment? Les réponses avec Ferdinand Diassoa. Le continent africain devient de jour en jour le théâtre des conflits armés et d'attaques terroristes occasionnant non seulement des pertes en vies humaines, mais également des biens culturels. Ces actes de vandalisme ont poussé l'opinion internationale à opter pour la protection de ces biens à travers plusieurs conventions depuis 1954. À cette rencontre de Lomé, les formateurs des forces de l'ordre et de sécurité, souvent déployés sur les théâtres de guerre, s'approprient les contenus des dites conventions. C'est une formation qui est beaucoup plus axée sur la convention 54 de l'UNESCO, qui est la convention de La Haye, et c'est deux protocoles additionnels qui donc prévoient les dispositions de protection du patrimoine culturel et des biens culturels en général en temps de conflit armé, notamment donc la signalisation qui est un élément fort. Normalement en temps de crise, en temps de conflits armés, normalement l'UNESCO a élaboré des symboles qu'on doit normalement poser sur les biens du patrimoine afin que les militaires puissent l'identifier comme un élément protégé. Nous organisons cet atelier justement pour rappeler aux forces de défense et de sécurité qu'en cas de conflit, eh bien, il faut préserver aussi les patrimoines culturels. Il faut d'abord identifier ces biens-là, les connaître sur les sites où ils sont avant les conflits et durant les conflits, prendre des mesures pour les protéger et ne pas en faire des cibles. On va donc apprendre aux forces de défense et de sécurité le contenu de la convention de 54 sur la protection des biens culturels. Il y a une convention de l'UNESCO qui gère ces questions-là que malheureusement on ne connaît pas, mais que nos États ont ratifié. Cette rencontre de 3 jours a pour finalité de créer des noyaux spécialisés en protection des biens culturels au sein des forces de l'ordre et de sécurité de 6 États francophones de la sous-région ouest-africaine, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cette formation de Lomé fait suite à celle tenue à Kigali au Rwanda en juin dernier. Et dans un communiqué, le ministre en charge de la sécurité porte à la connaissance du public que dans le cadre de la formation des forces de sécurité consacrées aux techniques d'intervention spécialisées, un exercice de simulation d'attaque terroriste se déroulera dans la matinée de demain, jeudi 24 octobre 2019, au quartier administratif à Lomé. Des coups de feu à balles blanches seront tirés au cours de cet exercice. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les populations de la capitale et plus particulièrement celles du quartier administratif à ne pas céder à la panique pendant cette période. Le salon Afribat Togo, après son ouverture hier à Lomé, était à sa 2e journée ce mercredi. Les opérateurs économiques, professionnels et experts en bâtiment se sont retrouvés pour échanger sur les politiques sectorielles d'habitat et des projets d'infrastructure dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement. Et cette thématique prévoit également aborder des questions du développement urbain au Togo, contenues justement dans le PND. Les précisions avec Firmin Adjinari. 2e jour après l'ouverture du salon Afribat Togo, les professionnels et experts du secteur du bâtiment se retrouvent en panel pour discuter et échanger sur des politiques sectorielles en matière d'habitat et des projets d'infrastructure dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement. La réglementation en vigueur, le financement de l'habitat et des infrastructures et les grandes réformes en matière d'habitat, tels sont les grands thèmes abordés pour accompagner de manière efficace le plan national de développement. Cette rencontre a permis aux participants de voir l'action, les cadres globaux créés par le gouvernement pour leur permettre, par exemple, de participer à la réalisation du plan national du développement. L'État a des programmes qui visent à améliorer le cadre de vie des Togolais. Il y a la stratégie nationale du logement qui a été adoptée, la politique nationale de l'habitat et également des programmes sectoriels. Il y a les projets d'urbanisation. Nous avons également les projets de logements sociaux.
la bande foncière. Les échanges ont également porté sur le réaménagement urbain de la ville de Lomé, gage d'une meilleure inclusion sociale et financière. Le projet Lomé-Croisière est un projet gigantesque, pharaonique. C'est un projet qui va un peu changer la structure de Lomé, puisqu'on parle même d'une ville nouvelle. C'est-à-dire que l'on va se situer à l'est de Lomé actuel, c'est-à-dire de l'autre côté du périphérique de contournement le plus extérieur. Lomé-Croisière, c'est la réhabilitation des lagunes arrière de Lomé, pour les remettre dans ses formes, en redonnant les largeurs non pas initiales, maximales à donner, et d'ouvrir, on va ouvrir directement, par un petit canal, on ouvre sur une lagune que l'on va réhabiliter. En ouvrant sur cette lagune, les sédiments que l'on va récupérer en recreusant le bassin de cette lagune, qui est de 18 km², on va déposer les sédiments sur un ensemble, sur un bas-fond, sur une zone qui est aujourd'hui le bassin du Zio et de la Tiégou, pour arriver à le remblayer. Il faut alors mettre des dispositifs nécessaires pour atteindre les objectifs du Plan national de développement PND voulu par le gouvernement togolais. Vendredi s'ouvre à Lomé la toute première édition du marché international de l'artisanat du Togo, en abrégé Miato. Et déjà l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé s'était retenue pour abriter l'événement Se Métamorphose. Et l'une de nos équipes de reportage y a fait un tour cet après-midi. Suivez le guide avec Ferdinand Diassoa. L'esplanade du Palais des Congrès de Lomé totalement métamorphosée, et pour cause. C'est ici que va s'ouvrir dans moins de 48 heures la première édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato. Un véritable espace pour faire la promotion du génie créateur des artisans togolais et d'ailleurs avec plus de 250 stands. Avant son ouverture, vendredi 25 octobre prochain, c'est l'heure des derniers réglages. Tout est fini, tout est pratiquement fini sur le site. Il ne reste qu'à faire le nettoyage en fait du site. Nous avons changé complètement en fait l'esplanade du Palais des Congrès. Nous avons construit un village en fait. Là, quand vous venez, vous savez du reste que c'est les artisans en fait qui organisent un marché ici. Nous avons souhaité cela depuis des années. Et voilà que c'est concrétisé. L'artisan dans son coin, il produit mais il n'est pas connu. Donc grâce à ce marché, il sera connu au-delà de son atelier, puisque les étrangers viendront voir ce que font effectivement les artisans. Nous avons déjà mobilisé un grand nombre d'artisans pour prendre les stands. Au programme de ce rendez-vous biennal, des expositions vente d'œuvres d'art, des conférences et échanges sur l'artisanat, ainsi que des jeux concours dotés de prix. Plus de 150 000 visiteurs sont attendus. Des participants viendront d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Nous pouvons dire qu'avec ce que nous venons de constater, demain déjà, les exposants peuvent rentrer en possession des stands et commencer par aménager pour que le marché puisse ouvrir effectivement le vendredi à 9h. Donc je peux déjà inviter les Togolais à venir visiter les belles œuvres, tout ce que nos artisans africains veulent nous montrer durant les 10 jours. Ce marché artisanal va ouvrir ses portes aux visiteurs durant 10 jours, du 25 octobre au 3 novembre prochain, de 9h à 22h. L'entrée est libre et gratuite. Rendez-vous donc vendredi prochain à 9h pour l'ouverture du salon, donc la première édition de Miato. Le Bureau national du mouvement des sages pour unir est en tournée d'installation de ses démembrements à travers le pays. L'échéance de l'élection présidentielle approchant à grands pas, c'est pour mieux coordonner les actions des sections locales du parti pour assurer la victoire du candidat. L'étape de la région de la Kara avec Nestor Mozo.
Créé le 23 janvier 2018, le MSU, Mouvement des Sages pour Unir, passe aujourd'hui à l'étape de la mise en place et de l'installation de ses bureaux locaux. Dans chaque préfecture, le MSU a une section. Dans la région de la Kara, qui compte 7 préfectures, ce sont donc 7 bureaux qui ont été investis à cette cérémonie. Ces bureaux ont pour mission de canaliser les énergies des militants imbus d'expérience pour permettre aux partis de continuer par s'imposer dans les combats politiques. De la même façon que le MFU et le MJU ont des bureaux dans chaque préfecture et dans chaque canton, nos règlements, les statuts du parti demandent que le mouvement des sages ait des démembrements dans chaque préfecture. C'est ce que nous avons fait, ce sont ceux qu'on peut consulter. Ils ont de l'expérience, ils ont beaucoup vu. Alors les statuts disent que 1, ils forment des gens qu'on consulte, 2, ils préviennent les conflits. Les anciens sont faits pour ça. Si au MJU ou au MFU, ils pressentent qu'il y a quelque chose qui va bloquer bientôt, le parti leur demande de prévenir les conflits. C'est ce qu'ils vont faire. Donner des conseils, prévenir et bien sûr mobiliser cette force que représentent ces milliers de sages que nous avons. L'installation des démembrements du mouvement des sages pour unir a été l'occasion pour le président national de passer en revue les réalisations du chef de l'État depuis son avènement à la magistrature suprême. Il a présenté le plan national de développement dans un langage simplifié pour faciliter sa compréhension. Le PND, nous savons que c'est l'idée force du président. C'est le plan pour le Togo de demain, où en 3 axes principaux, notre président souhaite pour le Togo une place économique forte, un hub logistique, c'est-à-dire que notre port, que notre aéroport appelle plus d'hommes d'affaires, parce qu'ils en ont les capacités. Axe 2 du plan national, nous allons faire en sorte que nos matières premières, nous ne les vendions plus comme par le passé sous forme de matières premières. Il nous faut les transformer nous-mêmes. L'axe 3 dit, le plan national de développement n'oubliera personne. Que chaque Togolais puisse dire, oui, j'ai trouvé à me soigner. Oui, j'ai trouvé où instruire mes enfants. Le président national du MSU a appelé tous les militants du parti et les Togolais de bonne foi à apporter leur contribution à la mise en œuvre du PND pour que la volonté du chef de l'État de faire du Togo un pays émergent d'ici à 2030 devienne une réalité. Et ainsi se referme cette édition. Et en rappel, sachez que le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe est en Russie où il prendra part au premier sommet Russie-Afrique. Un sommet couplé d'un forum économique et qui permettra donc au chef de l'État de redynamiser la coopération entre son pays, le Togo, et la Russie, et en particulier dans les secteurs porteurs du PND, le plan national de développement, des secteurs comme l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la formation, le commerce. Et le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à Sochi par des officiels russes. Nous reviendrons donc en détail sur le séjour du chef de l'État en terre russe dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.